Alors, tout d'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation de m'avoir invité à présenter avec mes maîtres et collègues durant cette journée de la PIC. Voilà, sur le sujet qui a réuni tous les spécialistes, notamment la maladie Covid et principalement dans son volet complications thromboemboliques. Donc, sans trop tarder, donc, il faut commencer par le début. Donc la maladie Covid, la Covid ou le Covid n'est plus une infection c'est l'infection au SARS-CoV-2 et c'est plus une maladie à définir. Et je me rappelle très bien, lors des premières communications, on parlait souvent de catastrophe sanitaire, on parlait de la ville de Wuhan, on parlait de la propagation progressive de la maladie. Mais actuellement, je pense que je me suis permis de parler de cauchemar sanitaire parce qu'on est vraiment loin de l'infection. Et la preuve, c'est qu'on est tous ensemble dans une salle sans masque et sans mesures préventives. Donc, la maladie ou l'infection virale a plusieurs présentations cliniques et ça partait des patients vraiment asymptomatiques au véritable syndrome de détresse respiratoire aiguë qu'on voyait souvent en réanimation. Alors, ce syndrome de détresse respiratoire occasionnait souvent l'apparition de ce qu'on appelait un orage inflammatoire cytokinique qui apparaît généralement vers le 8e jour à partir du début des symptômes. Alors, à part ces syndromes de détresse respiratoire aiguë, il existe aussi des manifestations extrapulmonaires, notamment principalement la maladie thromboembolique veineuse, mais aussi artérielle, mais qui a aggravé le pronostic de ces patients et qui était la principale cause de décès chez ces malades qui étaient en réanimation. Donc, je me disais très bien que la maladie thromboembolique peut être à la fois veineuse, mais principalement veineuse, mais aussi artérielle. Donc, pour faire un diagnostic positif de ces complications thromboemboliques et des diagnostics de gravité de ces complications, il y avait 3 outils. Il y avait la clinique, la biologie et l'imagerie. Donc, ces 3 outils permettaient généralement de faire l'affaire. La présence d'une complication thromboembolique, elle avait un impact particulier sur le pronostic. Donc, il y avait une aggravation du pronostic. Et bien sûr, le traitement, il était basé principalement clairement sur un traitement anticoagulant qui à la fois pouvait être préventif ou curatif. Pour avoir des chiffres épidémiologiques ou pour connaître un peu l'incidence des complications thromboemboliques veineuses, quand on fait une revue de la littérature, donc cette incidence était variable de 3 à 85%. Et vous remarquez très bien qu'il y a un écart très important de 3 à 85%. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Alors tout simplement, tout dépendait de la méthodologie des études épidémiologiques utilisées. Alors en d'autres termes, il y avait 2 points particuliers, notamment le service où l'étude était réalisée. Par exemple, lorsqu'on faisait une étude épidémiologique pour rechercher les complications thromboemboliques dans un service de médecine, l'incidence était faible, alors que lorsqu'on faisait une recherche épidémiologique sur l'incidence de la maladie thromboembolique dans ces services de réanimation, l'incidence était beaucoup plus élevée. Donc il y avait une relation avec la gravité de la maladie. Donc du coup, il y a un deuxième élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des études, toujours concernant la méthodologie de l'étude, et des études qui se sont basées sur un dépistage systématique. Donc, que l'on soit dans un service de médecine ou un service de réanimation, il y avait des radiologues qui se sont intéressés à faire des dopplers veineux chez tous les patients hospitalisés. Et clairement, lorsqu'on fait un dépistage systématique, l'incidence de la maladie a augmenté chez les patients, que l'on soit dans un service de médecine ou dans un service de réanimation. Alors, dans une autre étude qui a évalué l'incidence des complications thromboemboliques chez des patients qui sont gravement malades, qui sont hospitalisés en réanimation, il s'est avéré que l'incidence des complications thromboemboliques était proportionnelle au nombre de jours d'hospitalisation en unité de soins intensifs. Donc, plus on avançait en jours d'hospitalisation, plus le risque de développer une thrombose veineuse ou artérielle était important. Alors, par exemple, juste pour avoir une idée sur la répartition de ces complications thromboemboliques, on avait 25 cas d'embolie pulmonaire, 3 cas de thrombose veineuse et 3 cas de complications artérielles, que ce soit infarctus du myocarde ou accident ischémique cérébral. Dans un registre français, dans une cohorte multicentrique française, sur une durée de 2 mois, ils se sont intéressés à réaliser des angioscanners chez un groupe de patients hospitalisés pour Covid, indépendamment des signes orientateurs vers le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Et sur ces scanners réalisés, on se rend compte que seulement 8% des patients avaient des embolies pulmonaires sans aucun signe orientateur. Alors cette étude a permis de faire sortir des éléments qui avaient une relation entre la clinique, entre l'épidémiologie, entre le patient et l'embolie pulmonaire. Notamment, il y avait l'âge, il y avait le temps ou le délai entre le début des symptômes et l'hospitalisation. Donc le retard diagnostique était pourvoyeur d'embolie pulmonaire et ça coïncidait avec l'orage inflammatoire. La CRP, donc, qui est un marqueur inflammatoire très important. Donc quand il y avait une inflammation importante, il y avait un risque de survenue de thrombose veineuse
veineuse ou d'embolie pulmonaire. Par contre, l'anticoagulation, qu'elle soit préventive ou curative, réduisait le risque d'embolie pulmonaire de façon significative. Alors, l'infection ou la maladie thromboembolique veineuse, en général, était aussi relatée lors des infections grippales. Mais pour savoir si cette incidence de la maladie thromboembolique veineuse était plus importante au cours des syndromes de détresse respiratoire aiguë Covid par rapport aux SDRA non Covid, donc il y a une étude qui a été réalisée dans ce centre et qui a montré clairement que l'incidence des maladies thromboemboliques au cours des SDRA Covid était 2 fois, voire 3 fois plus importante que la maladie thromboembolique veineuse rencontrée au cours des SDRA non Covid. D'un point de vue physiopathologique de la maladie thromboembolique, il y a des facteurs de risque qui sont classiques, il y a des facteurs qui sont un peu liés à la maladie virale. Donc les facteurs de risque classiques, il y a le sepsis, la déshydratation, la diarrhée, l'insuffisance cardiaque, tous ces éléments étaient pourvoyeurs de maladie thromboembolique. Mais en cas de Covid, il y a bien sûr la pénétration du virus à travers ou l'accès à l'organisme à travers les récepteurs ACE2, comme ça a été décrit tout à l'heure. Donc ça crée une espèce d'orage inflammatoire. Et cet orage inflammatoire qui est bien sûr marqué par 3 éléments, principalement les lymphocytes, une lymphopénie, une CRP au plafond avec un fibrinogène élevé. Alors ces 3 éléments étaient responsables de ce qu'on appelle une dysfonction endothéliale. Alors quand on parle de dysfonction endothéliale, ça veut dire qu'il y a une tendance vers la thrombose. Alors lorsqu'on est au niveau veineux, la lésion endothéliale est responsable d'une thrombose veineuse profonde ou d'une embolie pulmonaire. Nous sommes au niveau du système artériel. Alors il y a les décollements de plaques d'athérome, est responsable de l'athérothrombose, est responsable d'infarctus du myocarde lorsqu'on est au niveau des coronaires. On peut avoir un accident ischémique cérébral lorsqu'on est au niveau des carotides et une ischémie des membres lorsqu'on est au niveau des artères des membres inférieurs. Donc, concernant le diagnostic de cette maladie thromboembolique chez les patients atteints de Covid, la clinique a gardé est toujours maîtresse. Au début de l'infection, on ne savait rien, mais il y a des éléments cliniques qui ne changent pas. Par exemple, quand on remarquait chez un patient hospitalisé en réanimation un membre qui est plus tuméfié que l'autre, c'était très pourvoyeur, c'était plutôt évident que c'était une thrombose veineuse profonde, et bien sûr, on confirmait par un Doppler des veineux des membres inférieurs pour pouvoir commencer un traitement. Alors, mais la star de la biologie pendant l'infection Covid, c'était les dédimères. Parce qu'en fait, avant l'infection, les dédimères avaient plus une valeur prédictive négative. On s'en servait lorsqu'on voulait éliminer le diagnostic de la maladie thromboembolique. Lorsque les dédimères étaient négatives, elles ont une bonne valeur prédictive négative. On pouvait dire non, il n'y a pas de thrombose veineuse, non, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Alors que lorsqu'elles sont positives, ça pouvait orienter le diagnostic, mais elles n'avaient aucune valeur diagnostique. Mais ce qu'on a remarqué dans le Covid, c'est que les dédimères ont gagné en termes de sensibilité diagnostique. Plus les dédimères étaient élevés, plus la probabilité que l'on soit devant une maladie thromboembolique était importante. Nous allons détailler ça un peu plus tard. Deuxième outil de diagnostic, c'est l'échographie cardiaque transthoracique. Alors l'avantage qu'il y a eu sur le terrain, c'est qu'il y a eu beaucoup d'appareils d'échographes. Il y avait plein de cardiologues qui ont participé au diagnostic, au suivi des patients. Donc ça permettait à la fois, devant tout dyspnée ou aggravation des besoins en oxygène, ça permettait à la fois d'éliminer d'autres causes cardiaques de cette dyspnée, mais en même temps ça permettait de rechercher des signes de cœur pulmonaire aigu qui orientaient vers une embolie pulmonaire, l'évaluation de la fonction VD, mais surtout une approche hémodynamique de l'embolie pulmonaire et non pas l'approche ventilatoire. Et puis il y a l'angioscanner qui est le gold standard en termes de diagnostic d'une embolie pulmonaire, notamment proximale. Mais bien sûr, chez les patients qui sont hospitalisés en réanimation, il y avait un problème de transfert des malades. Dès qu'on transférait des malades pour l'angioscanner, il y avait une aggravation de leur état hémodynamique. Voilà. Donc du coup, pour parler des dédimères qui ont gagné tant en diagnostic qu'en pronostic, il y a plusieurs études qui se sont intéressées à ce marqueur biologique. Alors, dans cette étude de Benjamin Marchandeau et son équipe, ils ont classé 3 groupes de malades selon la valeur absolue de leur dédimère. Et des patients qui ont moins de 3 fois la valeur normale des dédimères, un groupe entre 3 et 6 fois la valeur normale, et un troisième groupe plus de 6 fois la valeur normale. Et bien sûr, ils ont corrélé ces 3 groupes, en fonction de leur valeur de dédimère, à des scores de prédiction ou de risque de maladies thromboemboliques veineuses qui sont connus, comme le PADOA score ou l'IMPROVE score. Alors, il s'est avéré que plus le dédimère était élevé, plus le risque de développer une thrombose veineuse ou de l'embolie pulmonaire est très important, mais de façon significative, quel que soit le score de risque, d'estimation de risque de la maladie thromboembolique veineuse. Alors, mieux que cela, plus les dédimères avaient une valeur plus de 6 fois la normale, plus nous étions devant un malade qui est en orage inflammatoire. Ça veut dire qu'il y avait une CRP au plafond avec un fibrinogène qui est très élevé. De même que pour l'atteinte pulmonaire, il y avait une relation entre la valeur de dédimère et la sévérité de l'atteinte pulmonaire parenchymateuse. Pour les patients qui avaient plus de 50%, les patients qui avaient plus de 6 fois la valeur normale des dédimères avaient plus
d'atteinte de plus de 50% du parenchyme pulmonaire. Et bien sûr, les patients qui avaient plus de 6 fois la valeur normale avaient plus de risque d'avoir une embolie pulmonaire par rapport à des patients qui avaient des valeurs de dédimère qui étaient moindres. Alors, concernant le pronostic toujours, les patients qui avaient des dédimères élevés avaient plus recours à l'oxygène, donc on passait des lunettes au masque ou à voir l'intubation. Les patients qui avaient des dédimères plus de 6 fois la normale étaient plus hospitalisés, transférés vers les soins intensifs ou qui avaient des décès en intra-hospitalier. Bien sûr, aussi, il y avait un impact aussi sur le diagnostic de la maladie thromboembolique veineuse. Il y avait plus d'embolie et plus de thrombose veineuse chez des patients qui avaient des dédimères élevés, 6 fois la normale. Donc ici, pour dire que les dédimères, ils ont un gain à la fois en termes diagnostiques de la maladie thromboembolique, mais surtout, il y avait un lien entre les dédimères élevés et la situation clinique du patient hospitalisé en réanimation. Alors je passe maintenant à le deuxième outil qui est l'échographie cardiaque transthoracique. Donc c'est un examen qui était faisable et réalisable chez tous les patients pratiquement hospitalisés en réanimation. Et c'était réellement un allié majeur dans la prise en charge parce que devant la display, généralement, on n'arrivait pas à trancher. Est-ce que c'est l'extension des lésions pulmonaires parenchymateuses qui faisait que le patient s'aggravait ou bien est-ce que c'était des décompensations cardiaques des patients déjà connus cardiaques parce qu'un patient qui décompense, le traitement, c'est le Lasix, on faisait uriner le malade et il y avait une nette amélioration clinique. On a vu des patients et donc l'échographie nous aidait en évaluant le profil mitral des malades et les pressions de remplissage du ventricule gauche, ça permettait de nous aider dans ce sens. Et là aussi un intérêt dans le cadre de la maladie thromboembolique de rechercher des signes directs et indirects de l'embolie pulmonaire et surtout de faire une stratification du risque hémodynamique, du risque de décès en intra-hospitalier ou à 30 jours de secondaire à l'embolie pulmonaire et bien sûr écarter les autres diagnostics différentiels. Alors, de façon un peu plus claire, l'échographie transthoracique, en recherchant des signes directs d'une embolie pulmonaire, vous avez ici une image 4 cavités, le ventricule gauche, l'oreille droite et le ventricule droit. Et ici, vous avez une image échogène qui est en train de flotter dans l'oreille droite. C'est un thrombus intra-auriculaire droit, donc il fait saillir de temps en temps dans le ventricule droit. Et donc cette image-là est diagnostique d'une embolie pulmonaire dans un contexte de Covid. Donc ici, sur une coupe transpulmonaire, vous avez ici l'aorte et vous avez l'artère pulmonaire. Vous avez une image échogène au niveau du tronc de l'artère pulmonaire. Le fait d'avoir cette image dans l'artère pulmonaire à l'échographie, c'est une image diagnostique d'embolie pulmonaire. Pas besoin de faire un angioscanner, on démarrera le traitement anticoagulant. Donc l'échographie transthoracique recherchera les signes indirects d'une embolie pulmonaire. Ce sont ce qu'on appelle le cœur pulmonaire aigu, qui c'est le résumé en fait de 4 éléments: la dilatation des cavités droites, le septum paradoxal, l'hypertension pulmonaire, mais aussi l'évaluation de la fonction VD, qui est un élément très important en cas d'aggravation de l'hémodynamique du malade. C'est un élément qui va juger est-ce que c'est l'embolie pulmonaire qui est responsable de cette aggravation de l'hémodynamique du patient, ou bien est-ce que c'est une surinfection, un choc septique qui est responsable de la baisse de la pression artérielle de ces malades. Donc ici, c'est une image, bien sûr, une échographie d'un patient intubé. Vous voyez que la qualité d'image, elle est médiocre parce que c'était mal hyperventilé et dans des positions qui ne sont pas adaptées à l'échocardiographie. Vous allez voir ici, vous pouvez déduire ici le ventricule droit qui est très dilaté par rapport au ventricule gauche qui est écrasé par un septum paradoxal. Mais ce qui doit attirer votre attention, c'est ces images qui sont échogènes, intra-auriculaire droite. C'est un thrombus intra-auriculaire droite et qui va faire saillir de temps en temps à travers les valves tricuspides, bien sûr. Ça, c'est une embolie pulmonaire sans faire l'angioscanner. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'échographie permettait aussi d'écarter des diagnostics différentiels, notamment une décompensation cardiaque, un état de choc cardiogénique en mesurant la fraction d'éjection VG, ou juste en évaluant la contractilité du ventricule gauche, parce qu'il y a une baisse brutale de la fraction d'éjection VG. En coup sûr, cette aggravation respiratoire hémodynamique, elle est secondaire à une dysfonction de la pompe cardiaque. Et bien sûr, on pouvait voir aussi des épanchements péricardiques, même minimes, mais qui pouvaient être responsables d'une compression avec des vrais tableaux de diastolie, avec des compressions des cavités droites, avec des œdèmes des membres inférieurs et turgescence des veines jugulaires. Ça permettait aussi de vérifier la veine cave inférieure pour avoir une idée sur la volémie. Est-ce qu'il faut remplir le malade ou bien est-ce qu'il faut vider? Et puis on peut estimer le débit cardiaque par équation de continuité chez les patients qui ont une baisse de la pression artérielle. Troisième outil maintenant, c'est l'angioscanner thoracique. Alors l'angioscanner thoracique, c'est le gold standard en termes de diagnostic de l'embolie pulmonaire. On le savait avant l'infection. Il était indiqué en pratique pour 3 éléments, notamment soit des dédimères qui sont très élevés chez un patient hospitalisé en réa ou qui a Covid, donc on était plus orienté vers l'embolie pulmonaire, soit chez un patient qui avait des signes à l'échocardiographie transthoracique, des signes de cœur pulmonaire aigu. À ce moment-là, il fallait confirmer l'embolie pulmonaire. Mais ce qui nous avait marqué, c'est l'indication chez les patients qui augmentaient leur besoin en oxygène. Pourquoi c'est un profil particulier? Parce qu'on devait refaire un scanner pour voir l'extension des lésions. On profitait
pour injecter l'artère pulmonaire parce que ça nous permettait de comparer à la fois l'atteinte parenchymateuse par rapport à l'admission, mais en même temps, ça nous permettait aussi d'éliminer une embolie pulmonaire. Donc l'angioscanner était d'une grande aide plutôt chez ces malades-là, mais bien sûr, je rapportais souvent ce problème de transfert des malades vers les services de radiologie parce que les patients, en fin de compte, s'aggravaient. Et en même temps, c'est des malades qui étaient sous anticoagulation curative. Donc même si on confirmait l'embolie pulmonaire, ça ne va pas changer grand-chose en termes de thérapeutique anticoagulante chez ces malades, sauf chez des patients qui sont en choc cardiogénique, des embolies pulmonaires à haut risque. Donc l'angioscanner, en fait, nous permettait, il était diagnostique lorsqu'il montrait bien sûr cette image anéchogène au niveau d'une artère pulmonaire qui était diagnostique. Oui. Hypodense, voilà, je m'excuse. Hypodense de l'artère pulmonaire. On est devant des cardiologues, c'est normal, des radiologues, pardon. Donc une image hypodense, pas hypoéchogène. Hypoéchogène, on le dit pour l'échographie. Donc du coup, c'était diagnostic d'une embolie pulmonaire. On mesure aussi le diamètre de l'artère pulmonaire, qui lorsqu'il dépassait le diamètre de l'aorte, ça témoignait d'une hypertension pulmonaire, d'une dilatation de l'artère pulmonaire, qui était un signe indirect d'une embolie pulmonaire. Et ça permettait aussi de voir la dilatation des cavités droites en mesurant le rapport ventricule droit sur ventricule gauche, qui était supérieur à 1, mais aussi d'étudier le parenchyme pulmonaire. Alors, ces trois éléments de l'angioscanner nous permettaient d'avoir ce qu'on appelle une approche ventilatoire. Et c'est l'approche des réanimateurs. On voit souvent le poumon et le thrombus. Mais je profite de l'occasion à chaque fois qu'on parle de la complication thromboembolique chez des patients Covid pour parler du point de vue du cardiologue, qui est un point de vue hémodynamique. Donc c'est une approche qui est hémodynamique et on se base toujours sur les recommandations européennes sur l'embolie pulmonaire, la prise en charge de l'embolie pulmonaire en 2019. Alors ces recommandations stratifient les malades en fonction du risque de décès en intra-hospitalier, ou à 30 jours après l'hospitalisation, en trois classes, des patients à bas risque, à risque intermédiaire, à risque élevé. Les patients, donc, ce qui tuait les patients en embolie pulmonaire Covid, c'est les patients qui étaient à haut risque de décès. Donc, c'est des patients qui sont instables hémodynamiquement. C'est des patients qui ont une embolie pulmonaire ou une thrombose, mais qui baissent leur pression artérielle de façon particulière et qui deviennent des patients à haut risque de décès. Donc, quand on parle de patients à haut risque, il y avait soit des patients qui faisaient des arrêts cardiaques, qu'on récupérait et qu'on imputait cet arrêt cardiaque à l'embolie pulmonaire, soit que c'est des patients qui passaient en choc cardiogénique ou qui baissaient de façon prolongée leur pression artérielle, qui nécessitaient des drogues vasopresseurs pour élever leur pression. Ces trois catégories de malades étiquetés comme embolie pulmonaire à haut risque nécessitent comme traitement une thrombolyse artérielle. Donc l'algorithme décisionnel utilisé était valable aussi chez ces malades, mais on se basait surtout sur l'échographie transthoracique. Lorsqu'on suspectait une embolie pulmonaire chez un patient qui baissait sa pression artérielle, et on faisait l'échographie au lit du malade pour évaluer la fonction du ventricule droit. Et c'était très important parce que quand on évalue la fonction du ventricule droit chez un malade chez qui on suspecte une embolie pulmonaire, lorsque cette fonction VD était bonne alors qu'on avait un patient en choc cardiogénique, à coup sûr, on disait que ce n'est pas l'embolie pulmonaire qui est responsable de cet état de choc, c'est plutôt un choc septique ou cardiogénique en rapport avec une atteinte du ventricule gauche. Donc du coup, lorsque la fonction VD était la pierre angulaire de la prise en charge de ces genres de malades, dans certaines situations, on avait des patients qui faisaient une dysfonction VD, mais c'était plutôt un problème de réglage du respirateur. On avait des pressions expiratoires positives qui étaient trop élevées, les alvéoles hyperinflatées comprimaient les capillaires pulmonaires, et ça donnait une hypertension pulmonaire qui dilatait les cavités droites, sans pour autant qu'il y ait une embolie pulmonaire. Donc ce qu'on faisait, on débranchait les patients pendant quelques secondes, et on faisait l'échographie, et bizarrement, il n'y avait plus de dilatation des cavités droites. Donc ça nous permettait d'ajuster un peu le réglage avec nos amis réanimateurs, notamment en baissant la pression expiratoire positive. Donc je reviens à l'évaluation fonction VD pour décider de thromboliser ou pas les patients. Et d'ailleurs, on n'a pas thrombolisé beaucoup de malades. À cause de ça, l'échographie nous a permis d'épargner la thrombolyse à beaucoup de patients. Et bien sûr, parce que la thrombolyse, ce n'est pas anodin, ça s'accompagne d'une hémorragie, bien sûr, qui est très importante, surtout chez des malades qui ont des cathéters centraux, qui ont de l'ECMO, qui ont beaucoup de choses, des cathéters. Donc du coup, lorsque la fonction VD était altérée et que l'angioscanner était rapidement faisable, on faisait l'angioscanner pour confirmer ou éliminer la maladie. Lorsqu'on confirmait, on pouvait thromboliser les patients. Maintenant, chez les patients Covid, chez qui on ne pouvait pas faire d'angioscanner parce que les déplacements pouvaient les aggraver, on pouvait les traiter, c'est-à-dire les thromboliser sans passer par l'angioscanner. Il suffisait juste de voir des signes de cœur pulmonaire aigu à l'échographie avec une dysfonction VD et on pouvait thromboliser les patients pour lever l'obstacle et traiter cette embolie pulmonaire à haut risque chez ces malades-là. Donc la thrombolyse, donc il fallait arrêter l'énoxaparine et démarrer l'héparine non fractionnée à la dose de 18 unités kilo/heure, suivie de 5 000 unités en IV direct.
Puis la thrombolyse se faisait par la tenectéplase, qui est la métallyse en fonction du poids du patient. L'embolectomie n'est pas faisable vu l'état pulmonaire et l'inopérabilité des patients. Et puis, je reviens ici à une autre partie des patients chez qui on suspecte une embolie pulmonaire, toujours dans le cadre de la maladie thromboembolique. On suspecte l'embolie pulmonaire, mais cette fois-ci, la pression artérielle est normale. Il n'y a pas d'aggravation hémodynamique. Le patient n'est pas à haut risque. À ce moment-là, on calcule la probabilité que ce malade ait la maladie et l'embolie pulmonaire. Il existe des scores cliniques, sauf que dans un contexte Covid, la probabilité est élevée. Donc il faut à chaque fois qu'on a une probabilité élevée faire un angioscanner. Alors lorsqu'on confirme l'embolie pulmonaire, on traite l'embolie pulmonaire par des anticoagulants injectables puis oraux. Il reste maintenant soit l'enoxaparine ou le fondaparinux, soit un anticoagulant oral direct ou l'AVK à la sortie du patient, mais pas pendant l'hospitalisation. Il nous reste ce profil de patient lorsqu'on a une probabilité élevée de la maladie et l'angioscanner est normal. Que faire chez ce groupe de malades? Donc, en d'autres termes, les cas des patients Covid modérés avec des dédimères élevés, mais sans maladie thromboembolique à l'imagerie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thrombose veineuse, il n'y a pas d'embolie pulmonaire, mais ils ont des dédimères élevés. Que faire de ces malades? Est-ce qu'il faut les anticoaguler? Et si oui, est-ce qu'il faut donner un anticoagulant à dose curative ou bien à dose préventive? Alors, on a trouvé une étude qui s'appelle Action, qui s'est intéressée au sujet pour répondre à cette question et qui a comparé l'attitude thérapeutique, la dose curative par rapport à la dose préventive d'anticoagulants injectables chez les patients hospitalisés avec des dédimères élevés sans preuve d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse. Alors, le design de l'étude était comme suit. Ils ont inclus les patients de plus de 18 ans qui sont Covid-19, hospitalisés avec moins de 14 jours, des dédimères élevés. Ils ont exclu les patients qui avaient une indication à traitement anticoagulant à dose curative, notamment les patients chez qui déjà on a diagnostiqué l'embolie pulmonaire, les patients qui ont des prothèses valvulaires, qui sont en EFA. Ils ont éliminé les patients qui ont une insuffisance rénale, des thrombopénies moins de 50 000 et des patients qui sont à haut risque hémorragique. Donc, les patients inclus, 615 malades, ils sont randomisés en deux bras, un bras qui va recevoir une dose curative et un bras qui va recevoir une dose préventive prophylactique, on donne toujours en hospitalisation. Les patients qui ont reçu la dose curative, ce sont des patients, lorsqu'ils sont stables, on leur donnait du rivaroxaban qui est un AOD, 20 mg, c'est la dose pleine, une seule fois par jour. Les patients qui étaient instables, on leur donnait de l'enoxaparine, 1 mg kg, deux fois par jour. Donc avec un relais du rivaroxaban pendant 30 jours après la sortie. C'est des malades qui n'ont pas d'embolie pulmonaire. Donc résultat de ce travail, avant le résultat, les caractéristiques, les deux bras étaient similaires pratiquement. Les patients stables avaient pratiquement le même pourcentage et les patients modérés étaient pratiquement au même pourcentage. Résultat de cette étude, en ce qui concerne l'efficacité du produit en termes de prévention, donc des deux attitudes, en termes de l'efficacité des deux attitudes, en termes de prévention des événements thromboemboliques qui soient artériels ou veineuses, les patients qui ont reçu la dose prophylactique et curative, il n'y avait pas de différence significative entre les deux attitudes. Quand on utilise une dose prophylactique ou curative, ça donnait la même chose en termes d'efficacité, en termes de prévention de la maladie thromboembolique veineuse et artérielle. Et par contre, il y avait un peu plus de saignement dans le bras des patients qui ont reçu une anticoagulation curative, qu'elle soit orale ou injectable. Donc, en d'autres termes, chez des patients qui ont une Covid modérée, des dimères élevés sans preuve de maladie thromboembolique, le fait de donner une dose prophylactique avait la même efficacité que le fait de donner une dose curative, mais sans pour autant faire saigner les malades. Donc, ce qui était recommandé, c'est la dose prophylactique plutôt que la dose curative. Alors en même temps, il y a deux groupes d'études qui se sont intéressés donc, au traitement anticoagulant chez les patients Covid-19 pour prévenir la maladie ou pour traiter la maladie thromboembolique chez ce groupe de malades. Alors ces paramètres sont à prendre en considération, notamment où vous avez l'indice de masse corporelle et bien sûr l'obésité qui est un facteur de mortalité chez les patients Covid. Donc plus on est obèse, plus on a besoin d'oxygène et plus il faut anticoaguler à dose pleine. Ici en bas, vous avez des marqueurs qui reviennent souvent. C'est le syndrome inflammatoire avec une CRP élevée, un fibrinogène élevé. Vous avez un état d'hypercoagulabilité avec un dédimère supérieur à 3 fois la normale et des patients sous ECMO nécessitent une anticoagulation à dose pleine. Chez les patients qui ont une insuffisance rénale avec un DFG moins de 30 ml par minute, il va falloir donner de l'HNF plutôt que de l'enoxaparine. Ici, je rappelle le dernier protocole national, donc il y avait marqué ici traitement anticoagulant préventif et curatif. Donc il était indiqué à 30 jours chez les patients à la sortie de la réanimation, 30 jours après la sortie. Sinon, en dose curative, tout patient qui a des dédimères de plus de 3000, la fibrinogène élevée et une CRP plus de 150, maladie thromboembolique, veineuse ou cancer, c'est la dose curative qu'il faut garder pendant 3 mois. Et puis, je voudrais dire un petit mot sur la maladie thromboembolique artérielle,
parce qu'elle est moins fréquente, mais elle aggrave le pronostic, elle est plus mortelle. Donc elle est moins fréquente, mais elle est plus mortelle. Le mécanisme, on a deux mécanismes, c'est soit la formation d'emboles, carrément, sur des artères qui sont saines, soit c'est un décollement de plaque d'athérome, et on parle alors de lathérothrombose par fragilisation de la plaque d'athérome. L'atteinte, ce qu'on avait remarqué, l'atteinte est souvent bipolaire. Alors on avait souvent soit une ischémie du membre associée à un infarctus du myocarde, soit un accident vasculaire cérébral associé à un infarctus du myocarde. On n'avait jamais, enfin rarement, une atteinte d'un seul organe. La mortalité est très importante malgré les thérapeutiques qui existent. Donc pour les syndromes coronaires aigus, c'est l'électrocardiogramme et la coronarographie plus la dilatation coronaire qui étaient indiqués, sachant bien que nous avons fait des diagnostics de syndrome coronaire chez des patients intubés ventilés, alors que le diagnostic c'est un diagnostic d'interrogatoire, c'est la douleur thoracique. Comment on a fait ce diagnostic chez des malades qui passent en choc cardiogénique? On faisait l'électrocardiogramme, il y avait un sus-décalage segment ST qui témoignait que ce malade était en train de faire son infarctus. Et puis il y a les accidents ischémiques cérébraux, l'ischémie des membres, l'examen clinique était toujours maître parce qu'on avait des peaux qui disparaissaient, des pieds qui étaient un peu blancs, voire bleus des fois. L'ischémie mésentérique, on a eu un cas d'infarctus mésentérique et c'était l'angioscanner abdominal qui faisait le diagnostic. Donc je vais conclure avec un cas clinique qui nous avait marqué, un patient âgé de 74 ans, diabétique, qui était hospitalisé en Réa 17 pour un Covid sévère, intubé ventilé et son évaluation cardiaque initiale était normale. Et puis d'un coup, 2 jours plus tard, il fait un état de choc cardiogénique, 8 de tension, 120 battements minute, et le pouls fémoral droit était absent, et le membre inférieur droit était pâle et froid. Donc on avait conclu une ischémie du membre, on a fait un électrocardiogramme systématique, et on tombe sur un infarctus évolutif. L'échographie montre un thrombus du ventricule gauche avec une dysfonction du ventricule gauche. On avait discuté soit agir au niveau des membres inférieurs ou le cœur. On a parlé, discuté, on a préféré traiter le cœur en premier pour aller opérer le malade. Je termine rapidement. Donc on a fait la coronarographie, c'était une occlusion de l'interventriculaire antérieur qu'il y avait chez ce malade. On avait dilaté au ballon avec un résultat satisfaisant, fluide TIMI 3 sur l'artère IVA. Le patient n'était plus en choc cardiogénique. On fait l'angioscanner, vous avez une occlusion totale de l'artère iliaque primitive droite. C'est un tableau très très grave. Donc c'est un patient qui va décéder dans les suites d'une ischémie du membre avec ses complications rénales. Malheureusement pour lui, même si on a traité le cœur, l'ischémie du membre était dépassée et donc ça tue le malade. Donc pour conclure, la maladie thromboembolique veineuse, elle est fréquente chez les patients Covid-19, principalement les malades hospitalisés en réanimation. Sa présence aggrave le pronostic de ces patients. Les dédimères ont gagné en termes de diagnostic positif et en termes de pronostic chez ces malades. L'écho-cœur ou l'échographie cardiaque transthoracique permet une bonne évaluation hémodynamique du risque hémodynamique de l'embolie pulmonaire. L'angioscanner, double intérêt, étude du parenchyme et élimine une embolie pulmonaire. La maladie thromboembolique artérielle qui chez les malades Covid-19, elle est là, elle est présente, mais elle est plus mortelle. Le traitement anticoagulant, c'est le pilier de la prise en charge, mais il faut bien sûr traiter la thrombose sans pour autant faire saigner les malades. Et donc, il faut bien sûr se baser sur des recommandations et des sociétés savantes et des décisions des staffs. Je vous remercie.